Aujourd'hui, sur Force Dominante, il y a quelque chose d'étrange dans le ciel rouge de Mars. Quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer complètement. Quelque chose qui, chaque fois qu'on croit avoir une réponse, pose 10 nouvelles questions. Et ce soir, on va plonger ensemble dans ce mystère. Pas avec des théories du complot, pas avec des extraterrestres à la Hollywood, mais avec de la science pure, froide et franchement terrifiante. Parce que la réalité de Mars est bien plus inquiétante que n'importe quelle fiction. Imaginez une planète, grande, rouge, silencieuse, balayée par des tempêtes de poussière qui durent des mois entiers. Une planète où la température peut chuter à moins 100 degrés la nuit et où l'atmosphère est si fine que vous mourriez en quelques secondes sans combinaison. Voilà comment on voit Mars aujourd'hui. Un désert, une roche morte, un monde condamné. Mais voici la question que peu de gens osent vraiment poser. Et si Mars n'avait pas toujours été comme ça? Et si, il y a 3 milliards d'années, cette planète ressemblait à quelque chose de beaucoup plus familier, quelque chose de bleu, quelque chose d'humide, quelque chose de vivant. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des données réelles, collectées par des rovers, des satellites, des spectromètres, des données qui, mises bout à bout, dessinent le portrait d'un monde qui a existé et qui peut-être n'est pas aussi mort qu'on le croit. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de regarder ce point rouge dans le ciel. Et peut-être aussi votre façon de regarder la Terre. Tout commence il y a environ 4 milliards d'années. Le système solaire est encore jeune, chaotique, bouillonnant. La Terre commence à peine à se stabiliser. Et Mars est une planète en pleine activité. Des volcans géants crachent des gaz dans l'atmosphère. Des rivières coulent à sa surface. Des océans, peut-être peu profonds mais réels, recouvrent une partie de l'hémisphère nord. L'atmosphère est dense, protectrice. Le champ magnétique est actif, bouclier invisible contre les radiations solaires. À ce moment-là, si vous aviez pu vous poser sur Mars, vous auriez peut-être respiré un air irrespirable pour nous, certes, mais vous auriez senti le vent, vous auriez vu de l'eau, vous auriez vu un ciel qui n'était pas rouge, mais teinté de nuances différentes, selon l'heure et la saison. Mars était une planète vivante, pas au sens biologique, pas encore, mais au sens géologique et chimique, elle était en pleine évolution. Et puis quelque chose s'est cassé. Le champ magnétique de Mars s'est éteint. Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être que le noyau de la planète a refroidi trop vite, peut-être que des impacts massifs d'astéroïdes ont perturbé sa dynamique interne. Peut-être, et c'est l'hypothèse qui fait froid dans le dos, que c'est simplement la taille de la planète qui l'a condamnée. Mars est 2 fois plus petite que la Terre. Elle a perdu sa chaleur interne trop rapidement. Et sans cette chaleur, pas de champ magnétique. Et sans champ magnétique, le vent solaire a commencé à éroder l'atmosphère, couche par couche, siècle après siècle, millénaire après millénaire. En quelques centaines de millions d'années, une éternité pour nous, un clignement d'œil pour l'univers, Mars a perdu presque toute son atmosphère. L'eau a commencé à s'évaporer, à se disperser dans l'espace ou à se figer sous la surface sous forme de glace. Les volcans se sont tus, les rivières ont disparu, et le silence s'est installé sur une planète qui autrefois murmurait peut-être les premiers secrets de la vie. Voilà ce que la science nous dit aujourd'hui, et c'est déjà, en soi, une histoire bouleversante. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. En 2018, une équipe de chercheurs italiens publie une étude dans la revue Science qui fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. En analysant les données du radar Mars-6 embarqué à bord de la sonde Mars Express de l'ESA, il détecte quelque chose d'inattendu sous la calotte glaciaire du pôle sud de Mars. À environ 1,5 km de profondeur, sous des couches de glace et de poussière accumulées depuis des millions d'années, il y a un signal qui correspond, de manière presque indiscutable, à de l'eau liquide. Pas de la glace, de l'eau liquide. Un lac souterrain d'environ 20 km de diamètre. Enfermé sous la glace dans l'obscurité totale, à des températures qui devraient logiquement la solidifier, mais qui ne le font pas, probablement parce que cette eau est chargée de sels minéraux qui abaissent son point de congélation. Quand cette découverte a été annoncée, beaucoup de gens ont pensé « Très bien, de l'eau sur Mars, et alors ?» Alors voilà ce qu'il faut comprendre. Sur Terre, partout où il y a de l'eau liquide, partout, sans exception, il y a de la vie. Dans les sources hydrothermales au fond des océans, à des températures proches de 400 degrés, dans les lacs acides des volcans, dans les glaces de l'Antarctique, à des kilomètres de profondeur, dans les déserts les plus arides, la vie trouve toujours un moyen. La vie est obstinée. La vie est presque impossible à tuer une fois qu'elle a commencé.
Alors un lac d'eau liquide sous la surface de Mars, c'est bien plus qu'une curiosité géologique. C'est une possibilité réelle, scientifiquement sérieuse, que quelque chose soit encore en train de vivre là-dessous. Des micro-organismes, des archées, comme celles qu'on trouve dans les environnements extrêmes de la Terre, des formes de vie primitives, microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais vivantes. Et depuis 2018, d'autres signaux similaires ont été détectés dans d'autres régions de Mars. Ce n'est plus un lac, ce sont peut-être plusieurs. Un réseau de poches d'eau souterraines, dispersées sous la surface, reliées ou non, survivant dans l'obscurité depuis peut-être des milliards d'années. Laissez ça vous traverser l'esprit une seconde. Des milliards d'années, pendant que la surface de Mars mourait, pendant que l'atmosphère s'évaporait, pendant que les rivières séchaient et que les volcans s'éteignaient, quelque chose, peut-être, continuait à vivre en dessous, invisible, silencieux, patient. Est-ce que c'est certain? Non. La science ne dit jamais certain sans preuve directe. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est probable? De plus en plus de chercheurs le pensent. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en parallèle de cette découverte sur l'eau, il y a une autre énigme qui agite la communauté scientifique depuis des années. Une énigme gazeuse. Une énigme qui sent le soufre, ou plutôt le méthane. Le méthane est un gaz simple. Une molécule de carbone, 4 molécules d'hydrogène. Sur Terre, il est produit principalement de 2 façons. Par des processus géologiques, comme le volcanisme, ou par des organismes vivants, notamment des bactéries et des micro-organismes anaérobies. C'est un gaz du vivant, dans la majorité des cas. Or, depuis les années 2000, les instruments de la NASA et de l'ESA détectent du méthane dans l'atmosphère de Mars. Pas en grande quantité, des traces infimes, mais des traces qui, surtout, varient. Elles augmentent en été dans l'hémisphère nord. Elles diminuent en hiver. Elles semblent se concentrer dans certaines régions. Et parfois, elles disparaissent complètement, avant de réapparaître quelques mois plus tard. Ce comportement est bizarre, très bizarre. Le méthane, dans l'atmosphère martienne, devrait se dégrader rapidement sous l'effet des ultraviolets. Sa durée de vie est courte. Donc si on en détecte, c'est qu'il est produit en continu ou de façon récurrente. Par quoi? Par des processus géologiques encore actifs? Possible. Mais aucun volcan actif n'a encore été formellement identifié sur Mars aujourd'hui. Voici ce qu'on sait avec précision. Le rover Curiosity de la NASA, qui explore le cratère Gale depuis 2012, a mesuré à plusieurs reprises des pics de méthane. En juin 2019, il enregistre une concentration record, 21 parties par milliard. C'est une valeur faible en termes absolus, mais astronomiquement élevée par rapport à la normale martienne. Et ce pic est apparu du jour au lendemain, sans prévenir. La sonde européenne Trace Gas Orbiter, elle, en orbite depuis 2018, et spécialement conçue pour détecter des traces de gaz, n'a pas confirmé ces pics, ce qui est encore plus troublant, parce que ça veut dire soit que le méthane est très localisé géographiquement, soit qu'il se dégrade extraordinairement vite, soit que les instruments ont des limites qu'on ne comprend pas encore complètement. Dans tous les cas, quelque chose ne colle pas. Et en science, quand quelque chose ne colle pas, c'est là que les découvertes les plus importantes se cachent. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres du cratère Gale, le rover Perseverance fait ses propres découvertes. Lancé en 2020, arrivé sur Mars en février 2021, Perseverance explore le cratère G0, un ancien lac, aujourd'hui asséché, dont on pense qu'il a contenu de l'eau pendant des millions d'années. Sa mission principale est claire, chercher des traces de vie passée, des biosignatures, des structures chimiques ou physiques qui ne pourraient s'expliquer que par la présence d'organismes vivants. Et ce qu'il trouve est intéressant. Prudence, comme toujours en science, mais intéressant. En 2022, Perseverance analyse des roches sédimentaires dans le delta fossile du cratère G0, exactement le type de formation géologique où, sur Terre, on trouve des fossiles. Il détecte des composés organiques, des molécules carbonées complexes. En soi, ça ne prouve rien. Les composés organiques peuvent aussi venir de météorites ou de réactions chimiques abiotiques. Mais leur présence dans ces roches spécifiques, dans ce contexte spécifique, a fait battre le cœur de beaucoup de chercheurs un peu plus vite. L'équipe scientifique du JPL, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a décrit certains échantillons comme parmi les plus prometteurs jamais collectés dans le contexte de la recherche de vie passée sur Mars. Ce sont leurs mots, pas les miens. Ces échantillons sont aujourd'hui soigneusement conservés dans des tubes métalliques, déposés à la surface de Mars, en attente d'une mission future qui les ramènera sur Terre pour une analyse en laboratoire. Cette mission, la Mars Sample Return, est prévue
même si elle a subi des retards et des révisions budgétaires. Mais l'objectif reste le même, ramener ces roches sur Terre et les analyser avec les instruments les plus précis qu'on ait jamais construits. Et si ces analyses confirment la présence de biosignatures, si elles trouvent dans ces roches la preuve chimique que quelque chose a vécu dans le lac G0 il y a 3 milliards d'années, ce serait la plus grande découverte de l'histoire humaine, sans exagération, sans métaphore, la plus grande découverte de toute l'histoire de notre espèce, parce que ça voudrait dire que la vie n'est pas un accident unique, cosmiquement improbable, qui ne s'est produit qu'une seule fois sur une seule planète. Ça voudrait dire que la vie est une tendance de l'univers, une conséquence naturelle de certaines conditions physiques et chimiques, que partout où ces conditions existent, la vie émerge. Et si la vie a émergé sur Mars et sur la Terre de façon indépendante, deux planètes voisines dans le même système solaire, alors la probabilité que la vie existe ailleurs dans l'univers, dans les milliards de systèmes solaires que nous connaissons, devient presque une certitude mathématique. Vous commencez à comprendre pourquoi cette question n'est pas anodine. Vous commencez à sentir le poids de ce que les rovers martiens pourraient être en train de trouver en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, parce que la prochaine découverte pourrait arriver demain, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. Mais elle arrivera. Mais revenons à la surface de Mars, parce qu'il y a quelque chose que peu de vidéos osent vraiment expliquer en détail. À quoi ressemblait vraiment Mars quand elle était vivante? Pas géologiquement vivante, vraiment vivante, au sens où on pourrait l'imaginer si on y avait posé le pied. Les modèles climatiques les plus récents, basés sur les données accumulées depuis 20 ans d'exploration, dressent un tableau saisissant. Il y a environ 3,5 à 4 milliards d'années, Mars avait une pression atmosphérique suffisante pour maintenir de l'eau liquide en surface. Pas partout, pas tout le temps, mais dans des régions spécifiques, à certaines saisons, pendant des périodes potentiellement très longues. L'hémisphère nord de Mars était probablement recouvert d'un océan peu profond, qu'on appelle aujourd'hui l'océan boréal ou boréalis. Cet océan couvrait peut-être un tiers de la surface totale de la planète. Ses rives ont laissé des traces géologiques qu'on peut encore observer aujourd'hui depuis l'orbite. Des falaises fossiles, des plaines sédimentaires, des structures qui ressemblent de façon troublante au fond marin de notre propre planète. Dans le sud, des volcans géants étaient en activité. Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, 3 fois plus haut que l'Everest, crachait des millions de tonnes de gaz dans l'atmosphère. Valles Marineris, un canyon si long qu'il traverserait l'Europe entière d'ouest en est, s'était peut-être formé en partie par des processus tectoniques aujourd'hui disparus. Des rivières coulaient, pas des filets d'eau, des rivières massives, puissantes, qui ont creusé dans la roche des vallées que les satellites photographient encore aujourd'hui avec précision. Des deltas se formaient là où ces rivières rejoignaient l'océan, ou des lacs intérieurs. Des plaines s'étendaient, recouvertes de sédiments transportés par l'eau depuis des régions montagneuses. Et dans tout ça, dans cette eau, dans ces sédiments, dans ces environnements chauds et chimiquement actifs au voisinage des volcans, les conditions étaient réunies pour que quelque chose commence. Sur Terre, la vie est apparue il y a environ 3,8 à 4 milliards d'années, très peu de temps après que la planète soit devenue habitable. La vie n'a pas attendu. Elle a émergé dès que les conditions l'ont permis, dans des sources hydrothermales probablement, dans des bassins peu profonds riches en minéraux, dans des environnements qui ressemblaient beaucoup à ce que Mars offrait à la même époque. La même époque. C'est là que ça devient vertigineux. Mars et la Terre étaient toutes les deux potentiellement habitables en même temps, pendant la même fenêtre temporelle. Si la vie a commencé sur Terre à ce moment-là, pourquoi pas sur Mars? Et voici une hypothèse encore plus radicale, que certains scientifiques sérieux défendent. Et si la vie n'était pas apparue indépendamment sur les deux planètes, et si elle avait voyagé de l'une à l'autre? Ce phénomène a un nom, la panspermie. L'idée que des micro-organismes peuvent survivre à l'intérieur de roches éjectées dans l'espace par des impacts d'astéroïdes, traverser l'espace interplanétaire et s'implanter sur une autre planète si les conditions le permettent. Ce n'est pas de la science-fiction. Des bactéries ont survécu dans les conditions du vide spatial en laboratoire. Des roches martiennes ont été retrouvées sur Terre, éjectées de Mars par des impacts anciens, ayant traversé l'espace pendant des millions d'années avant d'atterrir ici. Si la vie est apparue sur Mars en premier, et certains indices géologiques suggèrent que Mars s'est stabilisé légèrement avant la Terre, alors il est possible que cette vie ait voyagé jusqu'à nous. Il est possible que les premiers ancêtres de toute vie terrestre soient martiens. Nous pourrions être les descendants de Mars. Laissez cette idée faire son chemin. Et maintenant, posons la question la plus inconfortable de toute cette vidéo. La question que la science pose, mais que personne n'aime vraiment formuler à voix haute. Si Mars était vivante, si elle avait une atmosphère,
de l'eau, peut-être même de la vie, et si tout ça a disparu en quelques centaines de millions d'années, qu'est-ce qui nous dit que la même chose ne peut pas arriver à la Terre? Ce n'est pas une question rhétorique, ce n'est pas du catastrophisme, c'est une question scientifique légitime, posée par des géologues, des climatologues et des physiciens planétaires dans des revues sérieuses. La Terre et Mars sont des planètes sœurs, nées du même nuage de gaz et de poussière, à peu près au même moment, avec des compositions initiales similaires. La grande différence, c'est la taille. La Terre est plus grande, son noyau est resté chaud plus longtemps, son champ magnétique est toujours actif, toujours en train de nous protéger contre le vent solaire. Et tant que ce champ reste actif, notre atmosphère est protégée. Mais ce champ n'est pas éternel, on le sait. Le champ magnétique terrestre a déjà inversé ses pôles plusieurs centaines de fois dans l'histoire géologique de la planète. Lors de ces inversions, il s'affaiblit pendant des millénaires avant de se reformer. Et pendant ces périodes d'affaiblissement, la protection contre les rayonnements solaires diminue. Ce n'est pas catastrophique à l'échelle humaine. La vie a survécu à toutes les inversions connues. Mais ça rappelle que rien n'est permanent. Et il y a autre chose. Le Soleil vieillit. Dans environ 5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge, engloutissant probablement les orbites de Mercure et Vénus et rendant la Terre inhabitable bien avant d'être physiquement détruite. Mais même avant ça, dans quelques centaines de millions d'années, la luminosité croissante du Soleil va augmenter les températures terrestres au point de rendre les océans trop chauds pour la majorité des formes de vie actuelles. L'histoire de Mars nous dit quelque chose d'essentiel. L'habitabilité d'une planète n'est pas un état permanent. C'est une fenêtre qui s'ouvre, qui offre des conditions favorables pendant un certain temps et qui peut se refermer. Sur Mars, cette fenêtre a duré peut-être 500 millions d'années, peut-être 1 milliard. Sur Terre, elle dure depuis presque 4 milliards d'années, et elle continuera encore un certain temps. Mais elle n'était pas infinie. Ce que Mars nous enseigne fondamentalement, c'est que nous vivons dans une parenthèse cosmique, extraordinairement rare et précieuse, où les conditions sont exactement ce qu'il faut pour que la vie prospère, et que cette parenthèse mérite d'être comprise, préservée, et surtout, pas gaspillée. Parce que quand on regarde Mars aujourd'hui, cette planète silencieuse, froide, morte en surface, on ne regarde pas seulement un autre monde. On regarde peut-être un miroir qui nous montre ce qui arrive quand la fenêtre se ferme. Et voici ce que je veux que vous reteniez avant qu'on continue. Mars n'est pas morte parce qu'une catastrophe soudaine l'a frappée. Elle est morte lentement, progressivement, presque imperceptiblement à l'échelle humaine. Degré par degré, couche d'atmosphère par couche d'atmosphère, molécule d'eau par molécule d'eau. Elle est morte parce que les mécanismes qui la maintenaient en vie se sont essoufflés, l'un après l'autre, sans que personne ne soit là pour les observer, les comprendre ou tenter de les préserver. Nous sommes là. Nous avons les instruments, nous avons la science, nous avons la connaissance de ce qui est arrivé à notre voisine planétaire. La question est, est-ce qu'on l'utilise? Dans la suite de cette vidéo, on va plonger encore plus loin. On va parler de ce que les missions actuelles cherchent vraiment, de ce que la course à Mars, menée par la NASA, l'ESA, mais aussi la Chine et SpaceX, signifie réellement pour l'avenir de notre espèce. Et on va se poser la question la plus vertigineuse de toutes. Si on trouve de la vie sur Mars, qu'est-ce que ça change pour nous, vraiment? Restez là, la suite est encore plus troublante. Alors parlons de ce que personne n'ose vraiment dire à voix haute, pas les théoriciens du complot, pas les amateurs de science-fiction, les vrais scientifiques, ceux qui publient dans Nature, dans Science, dans les revues les plus rigoureuses de la planète. Parce que depuis quelques années, il se passe quelque chose dans la communauté scientifique internationale autour de Mars. Un changement de ton, subtil, prudent, mesuré, comme tous les scientifiques savent l'être, mais réel. Pendant des décennies, la position officielle était claire. Mars est morte. Peut-être qu'elle a eu de l'eau. Peut-être qu'elle a eu les conditions pour la vie. Mais aujourd'hui, c'est un désert stérile, bombardé de radiation, sans atmosphère protectrice, sans eau liquide en surface. Fin de l'histoire. Cette position est en train de changer. Pas de manière spectaculaire, pas avec des conférences de presse historiques, mais dans les publications scientifiques, dans les choix des missions, dans les déclarations prudentes de chercheurs qui pèsent chaque mot avant de le prononcer, quelque chose se déplace. L'hypothèse d'une vie passée sur Mars est passée, en 20 ans, du statut de curiosité marginale à celui de question scientifique centrale et légitime, et l'hypothèse d'une vie présente, microscopique, souterraine, extrémophile, n'est plus traitée comme de la fiction.
Elle est traitée comme une possibilité sérieuse. Voici pourquoi ce changement est important. En science, les mots comptent. Quand un chercheur du JPL, dans une publication officielle, utilise le terme biosignature potentielle pour décrire ce que Perseverance a trouvé dans le cratère G0, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'enthousiasme mal contrôlé. C'est une évaluation calibrée, validée par des pairs, soumise à révision. Ça veut dire que les données, prises ensemble, sont compatibles avec la présence passée ou présente d'organismes vivants, pas prouvés, compatibles. Et en science, compatible est une étape cruciale avant confirmée. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette question a une urgence que peu de médias grand public communiquent vraiment. La fenêtre pour trouver de la vie sur Mars, si elle existe, pourrait être limitée, pas parce que la vie disparaîtrait, mais parce que nous allons nous-mêmes contaminer Mars. Chaque rover envoyé sur Mars transporte avec lui des micro-organismes terrestres, malgré toutes les précautions de stérilisation. Les protocoles sont stricts, les salles blanches de la NASA sont parmi les environnements les plus stériles de la Terre. Mais aucune stérilisation n'est parfaite à 100%. Des spores bactériennes, des archées résistantes, peuvent survivre au voyage spatial et potentiellement coloniser Mars. Si ça arrive, si la vie terrestre s'implante sur Mars avant qu'on ait trouvé de la vie martienne, on ne pourra plus jamais distinguer l'une de l'autre. Ce serait une catastrophe scientifique silencieuse, une contamination irréversible qui rendrait impossible de répondre à la question la plus importante de l'histoire humaine. Est-ce que la vie sur Mars est apparue indépendamment? C'est pour ça que la mission Mars Sample Return est si cruciale. Ramener les échantillons sur Terre, dans des laboratoires confinés, avant que les missions habitées n'arrivent, avant que des astronautes, avec leur microbiome complet, leurs milliards de bactéries, ne posent le pied sur le sol martien et le contaminent définitivement. L'horloge tourne, et peu de gens le savent, mais il y a encore autre chose. Quelque chose que les données récentes des missions martiennes ont mis en lumière, et qui, franchement, devrait faire partie de tous les débats sur l'avenir de notre espèce. Une découverte géologique qui change notre compréhension non seulement de Mars, mais de la façon dont les planètes meurent, et dont les civilisations pourraient mourir aussi. En 2021, une étude publiée dans la revue Nature Astronomy a analysé en détail la composition de l'atmosphère martienne actuelle. Et elle a trouvé quelque chose d'inhabituel, des traces de vapeur d'eau dans la haute atmosphère de Mars, à des altitudes bien supérieures à ce que les modèles prévoyaient, ce qui suggère que l'eau martienne ne s'est pas seulement évaporée à la surface, elle continue à fuir dans l'espace lentement, aujourd'hui encore, sous l'effet du rayonnement ultraviolet qui dissocie les molécules d'eau en hydrogène et oxygène. L'hydrogène, plus léger, s'échappe dans l'espace. L'oxygène reste, oxydant le sol, lui donnant cette couleur rouge caractéristique. Mars perd encore de l'eau. Aujourd'hui, en ce moment, ce processus est lent, quelques centaines de grammes d'eau par seconde à l'échelle planétaire. Mais sur des millions d'années, c'est colossal. Et ça confirme que l'assèchement de Mars n'est pas un événement passé et terminé. C'est un processus en cours, commencé il y a des milliards d'années et qui continue silencieusement. Mais voici ce qui est vraiment troublant dans cette découverte. La même chose pourrait-elle arriver à la Terre? En théorie, non, parce que notre champ magnétique protège notre atmosphère du vent solaire. Mais cette protection n'est pas absolue, et elle n'est pas garantie pour toujours. Des études géophysiques récentes ont montré que le champ magnétique terrestre s'affaiblit, pas dramatiquement, pas au point de mettre la vie en danger dans un futur proche. Mais il s'affaiblit de façon mesurable depuis au moins 2 siècles. La région de l'Atlantique Sud, connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, présente déjà un affaiblissement significatif du champ qui affecte certains satellites en orbite basse. Les scientifiques débattent pour savoir si c'est le signe d'une inversion polaire en cours, un processus qui dure des millénaires, et pendant lequel le champ s'affaiblit considérablement avant de se reformer avec les pôles inversés. La dernière inversion magnétique complète remonte à environ 780 000 ans. Nous sommes statistiquement en retard par rapport à la fréquence historique des inversions. Ça ne veut pas dire qu'une inversion est imminente. La géologie ne fonctionne pas comme une horloge précise. Mais ça veut dire que c'est une possibilité réelle, sur une échelle de temps géologique qui pourrait inclure notre avenir. Et pendant une inversion, le champ magnétique s'affaiblit suffisamment pour laisser passer plus de rayonnements cosmiques et solaires. Les effets biologiques sont débattus, certaines extinctions de masse ont coïncidé avec des inversions, d'autres non. Mais l'impact sur nos technologies serait potentiellement catastrophique. Réseaux électriques, satellites de communication,
GPS, système de navigation, tout ce qui dépend d'une magnétosphère stable serait affecté. Mars nous montre ce qui arrive quand la protection magnétique disparaît complètement. Et la Terre nous montre que cette protection, bien que robuste, n'est pas un droit acquis. Mais revenons à Mars, parce que depuis 2020, quelque chose d'autre a changé dans notre relation à cette planète. Quelque chose de concret, de politique, presque d'urgent. La course vers Mars s'est accélérée d'une façon qui n'a pas de précédent depuis la course vers la Lune dans les années 60. La NASA prépare les missions Artemis pour retourner sur la Lune, avec pour objectif explicite d'en faire une base de départ vers Mars. L'ESA développe des technologies de propulsion avancées. La Chine, avec sa mission Tianwen-1 et son rover Zhurong actif depuis 2021, a démontré qu'elle était désormais un acteur majeur de l'exploration martienne. Et SpaceX, avec Elon Musk, affiche un calendrier pour une mission habitée vers Mars dans la prochaine décennie. Certains disent avant 2030, d'autres sont plus sceptiques sur les délais, mais pas sur la direction. Pourquoi cette urgence soudaine ? Pourquoi tous ces acteurs publics et privés convergent-ils vers Mars avec une accélération qu'on n'avait pas vue depuis 50 ans ? La réponse officielle, c'est la curiosité scientifique, l'exploration, la destinée humaine parmi les étoiles. Et tout ça est vrai en partie. Mais il y a une autre réponse, moins romantique et peut-être plus honnête, la survie. L'idée de rendre Mars habitable, ce qu'on appelle la terraformation, est passée, elle aussi, progressivement, du domaine de la science-fiction à celui de la recherche scientifique sérieuse. Des chercheurs de Harvard, de JPL, du MIT ont publié des études sur les mécanismes par lesquels on pourrait, théoriquement, réchauffer Mars, épaissir son atmosphère et créer des conditions habitables à sa surface. Les méthodes proposées vont de l'introduction de gaz à effet de serre puissants dans l'atmosphère martienne, à l'utilisation de miroirs spatiaux géants pour concentrer la lumière solaire sur les calottes polaires et libérer le CO2 emprisonné dans la glace, à la création de dômes pressurisés comme première étape avant une terraformation à grande échelle. Ce sont des projets qui prendraient des siècles, des millénaires, selon les estimations les plus conservatives. Mais ce qui était impensable il y a 50 ans, poser un rover sur Mars, détecter de l'eau liquide sous sa surface, trouver des composés organiques dans ses roches, est aujourd'hui réalité. La trajectoire de notre capacité technologique est exponentielle, et les générations qui naissent aujourd'hui pourraient bien voir les premières bases permanentes sur Mars de leur vivant. Mais voilà où la science rencontre l'éthique, et où les choses deviennent vraiment inconfortables. Si Mars abrite de la vie, même microbienne, même souterraine, même primitive, avons-nous le droit de la terraformer ? Avons-nous le droit de transformer fondamentalement un monde vivant pour le rendre habitable par nous ? De détruire potentiellement un écosystème, aussi simple soit-il au profit de notre propre expansion ? Ce débat existe. Il est sérieux. Des philosophes, des biologistes, des juristes spécialisés en droit spatial le mènent dans des conférences académiques. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967, signé par les principales puissances spatiales, stipule que l'exploration spatiale doit se faire dans l'intérêt de toute l'humanité et sans contamination nocive des corps célestes. Mais ce traité a été écrit à une époque où la terraformation était de la pure science-fiction et où la vie extraterrestre n'était qu'une hypothèse lointaine. Aujourd'hui, ces questions sont urgentes et elles n'ont pas de réponse simple, parce que d'un côté, si la vie sur Terre est menacée, par le changement climatique, par une frappe d'astéroïdes, par une pandémie dévastatrice, par n'importe quelle catastrophe à l'échelle civilisationnelle, avoir une deuxième planète habitée par des humains serait littéralement la différence entre la survie et l'extinction de notre espèce. La vie sur 2 planètes est une assurance contre la mort sur une. Et de l'autre côté, détruire la seule autre vie connue dans l'univers, même des bactéries, pour faire de la place à nos villes et nos champs, ce serait peut-être le crime le plus immense de notre histoire. Effacer pour toujours la preuve que la vie peut surgir indépendamment, que l'univers n'est pas vide, que nous ne sommes pas seuls, et le faire par intérêt pratique. Ce dilemme n'a pas de solution évidente. Et c'est peut-être là la chose la plus humaine dans toute cette histoire. Nous sommes l'espèce qui, pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, a la capacité de quitter sa planète natale. Et nous découvrons que cette capacité s'accompagne de responsabilités que nous ne sommes pas encore prêts à assumer. Mars nous force à grandir, à penser au-delà de nous-mêmes, à nous demander ce que nous voulons vraiment être dans cet univers. Est-ce que nous voulons être une espèce qui survit à tout prix, même au détriment d'autres formes de vie ? Ou est-ce que nous voulons être une espèce qui explore, qui découvre, qui comprend, mais qui le fait avec une conscience aiguë de ce qu'elle touche et de ce qu'elle risque de perdre pour toujours ?
Ce sont les questions que Mars nous pose, et nous devrons y répondre, pas dans 1 million d'années, dans les prochaines décennies. Il y a une dernière chose dont je veux vous parler avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, quelque chose que je trouve personnellement parmi les aspects les plus vertigineux de toute cette histoire martienne, et c'est la question du temps. Nous avons du mal, en tant qu'êtres humains, à vraiment comprendre ce que signifie 3 milliards d'années. Notre cerveau est fait pour penser en jours, en saisons, en générations. Même 1000 ans est une abstraction difficile à vraiment ressentir. Alors 3 milliards d'années, c'est au-delà de notre intuition. Mais voici une façon de le visualiser. Si vous compressez toute l'histoire de l'univers, 13,8 milliards d'années, en une seule année calendaire, alors le Big Bang se produit le 1er janvier à minuit. La Terre se forme le 2 septembre. Les premières formes de vie terrestres apparaissent autour du 13 septembre. Les dinosaures n'arrivent que le 26 décembre. Et toute l'histoire humaine, depuis nos premiers ancêtres Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, tient dans les 11 dernières secondes du 31 décembre. 11 secondes. Et Mars a peut-être abrité de la vie entre début et mi-septembre de cette année cosmique, pendant que la Terre était encore en train de se stabiliser, pendant que les continents n'existaient pas encore dans leur forme actuelle. Et cette vie, si elle a existé, a peut-être disparu avant même que les premiers poissons n'apparaissent dans nos océans. Des milliards d'années de silence, des milliards d'années pendant lesquelles, peut-être, des organismes microscopiques ont survécu dans des poches souterraines, invisibles, ignorant tout de ce qui se passait au-dessus d'eux, ignorant que leur planète mourait, ignorant qu'un jour, des créatures venues d'une planète voisine enverrèrent des machines pour les chercher. Cette solitude cosmique est presque insupportable à contempler, et en même temps, elle est d'une beauté étrange et absolue, parce que voici ce que tout ça nous dit, fondamentalement. L'univers est vaste, l'univers est vieux, l'univers a des milliards de planètes, et parmi elles, des milliards qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, avec de l'eau, avec de la chimie, avec le temps. Et si la vie a émergé sur Mars, même brièvement, même simplement, alors l'univers est plein de vie. Pas forcément de vie intelligente, communicante, technologique, mais de vie, de la chimie organisée, réplicante, évolutive, de la vie dans sa forme la plus fondamentale et la plus miraculeuse. Et si l'univers est plein de vie, alors notre solitude est une illusion créée par les distances et le temps. Une illusion que la science est en train de défaire, millimètre par millimètre, donnée par donnée, échantillon par échantillon. Chaque image envoyée par Persévérance depuis le cratère G0 est un message, pas d'une civilisation extraterrestre, mais de l'univers lui-même nous disant « Regardez, cherchez, comprenez, vous n'êtes peut-être pas si seul que vous le pensez. » Et cette idée, cette possibilité, change tout. Elle change notre rapport à la vie sur Terre. Elle change notre rapport à l'environnement, à la biodiversité, à la fragilité des conditions qui nous permettent d'exister. Si la vie est précieuse ailleurs, elle est précieuse ici. Si un écosystème martien vaut d'être respecté, alors nos forêts, nos océans, nos espèces menacées valent infiniment d'être protégées. Mars ne nous parle pas seulement de Mars. Mars nous parle de nous, de ce que nous sommes, de d'où nous venons peut-être, et surtout de ce que nous choisissons de faire avec le temps qu'il nous reste dans cette fenêtre de vie extraordinaire qu'est notre planète. Alors la prochaine fois que vous levez les yeux vers ce point rouge dans le ciel nocturne, ce petit point discret, souvent confondu avec une étoile, souvenez-vous de tout ça. Souvenez-vous que ce point a peut-être abrité de la vie, qu'il abrite peut-être encore quelque chose, quelque part dans son obscurité souterraine. Et demandez-vous, qu'est-ce que ça change pour vous? Nous approchons de la fin de ce voyage. Mais avant de conclure, je veux vous laisser avec quelque chose, pas une réponse, parce que les réponses définitives sur Mars n'existent pas encore, mais une perspective, une façon de voir les choses qui, je l'espère, restera avec vous longtemps après la fin de cette vidéo. L'histoire de Mars est, à sa manière, une histoire de perte. La perte d'un monde qui aurait pu être. D'une planète qui avait tous les ingrédients, l'eau, la chaleur, la chimie, le temps, et qui, pour des raisons que nous comprenons maintenant scientifiquement, les a perdus un par un. C'est une histoire triste, d'une certaine façon. Un monde qui n'a pas eu sa chance. Mais c'est aussi une histoire d'espoir, parce que cette perte n'est peut-être pas totale, parce que sous la surface morte, dans l'obscurité et le froid, quelque chose résiste peut-être encore. Parce que la vie, si elle a commencé sur Mars, est peut-être plus tenace qu'on ne le pense. Et parce que nous sommes là, nous regardons, nous cherchons, et nous sommes sur le point de trouver. Les prochaines années seront décisives. La mission Mars Sample Return, si elle se concrétise, pourrait nous donner la réponse dans cette décennie.
Les futures missions orbitales améliorent chaque année notre compréhension de l'atmosphère et du sous-sol martien. Et à plus long terme, les missions habitées, qu'elles viennent de la NASA, de la Chine ou d'acteurs privés, nous amèneront directement sur place, avec des capacités d'analyse qu'aucun rover ne peut égaler. Nous vivons peut-être à l'époque la plus importante de l'histoire de l'astronomie, celle où nous passons de la question « Sommes-nous seuls ?» à la réponse. Pas la réponse définitive sur des civilisations avancées dans des galaxies lointaines, ça c'est une autre histoire, pour une autre vidéo. Mais la réponse à la question la plus proche et la plus immédiate, est-ce que la vie s'est développée ailleurs que sur Terre? Est-ce qu'elle existe ou a existé à quelques dizaines de millions de kilomètres de chez nous? Cette réponse arrive, lentement, prudemment, scientifiquement, mais elle arrive. Et quand elle arrivera, quelle qu'elle soit, elle sera le début d'une nouvelle façon de nous voir nous-mêmes dans l'univers. Si la réponse est non, si Mars est vraiment, définitivement stérile, passée et présente, alors nous serons confrontés à la solitude cosmique dans toute sa profondeur. Et la responsabilité de protéger la vie terrestre n'en sera que plus immense. Et si la réponse est oui, si les échantillons du cratère G0 contiennent les restes chimiques d'organismes qui ont vécu il y a 3 milliards d'années, alors tout change. Notre philosophie, notre religion, notre science, notre politique, notre rapport à la vie sous toutes ses formes, tout. Ce serait le moment le plus transformateur de l'histoire humaine, plus que la découverte que la Terre n'est pas plate, plus que la compréhension que nous ne sommes pas le centre de l'univers, plus que la théorie de l'évolution. Ce serait la preuve que la vie est universelle et que nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi Mars compte. Voilà pourquoi ces rovers qui roulent lentement sur un sol rouge à des millions de kilomètres de nous font l'une des choses les plus importantes que notre civilisation ait jamais entreprise. Et voilà pourquoi cette question, Mars était-elle vivante? L'est-elle encore? N'est pas une curiosité académique, c'est la question de notre époque. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait voir Mars différemment, ou si elle vous a simplement donné envie d'en savoir plus, alors dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui vous a le plus troublé? Est-ce l'eau souterraine? Le méthane mystérieux? La possibilité que nous soyons d'origine martienne? Écrivez-le, je lis tous les commentaires, et vos réactions m'aident à construire les prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, si vous avez atterri ici par hasard ou par curiosité, alors c'est le moment. Parce que ce qu'on vient de faire ensemble ce soir, c'est exactement ce qu'on fait ici à chaque vidéo. Prendre les questions les plus grandes, les plus sombres, les plus vertigineuses que la science pose, et les explorer ensemble, sans simplification, sans sensationnalisme, avec tout le respect que ces questions méritent. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez curieux, parce que l'univers a encore beaucoup de choses à nous dire.